Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est le podcast où l'on décortique, on discute de bandes dessinées qu'on a lues plus ou moins récemment. On se concentre sur des sorties VF de ce début d'année pour faire un petit peu le tour de ce qui est arrivé récemment dans les librairies, que vous pouvez peut-être par ailleurs retrouver aussi en médiathèque, c'est le cas. On a un auditeur récemment qui nous disait que 8 Billion Genies, dont on parlait la dernière fois, était déjà commandé à sa médiathèque du coin. Donc big up aux bibliothécaires qui prennent ce genre d'initiative. C'est super cool d'essayer de placer des comics dans les mains de tout le monde de cette façon. Et en tout cas, c'est aussi toujours ce podcast a pour but de mettre en avant les divers formats, les divers types de récits qu'on peut retrouver dans la bande dessinée américaine, avec une touche de super-héros et une touche de pas du tout de super-héros. Corentin, tu es avec moi, évidemment, ça va pour faire ce podcast. Oui, mécaniquement. Voilà, tout à fait. Voilà, je sais pas pourquoi t'as installé un silence étrange par la fin de ta phrase. C'était pour dire ça, c'était pour est-ce que tu veux dire quelque chose dans l'introduction aussi? Tu sais, c'est un format qui nous appartient, donc j'en ai marre de la pluie. Oui. Et j'ai pas envie que les JO arrivent. Voilà. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est ma tribune libre, Corentin. Corentin a un truc à vous dire. C'était le mec à c'était le terrible billet d'humeur, quoi. Oui, alors, les gars, franchement, les JO, ça va être n'importe quoi. Alors, voilà, Corentin, sinon... vous êtes d'une grande colère. Oui. Alors, justement, on va commencer, justement, puisqu'on parle de colère, puisqu'on parle de défouraillage un petit peu, quelque part, parce que quand on est en colère, quand on est ça va pas du tout. Colère, on s'énerve. Et quand on s'énerve, on sort les flingues et on tire les bastos. Mais bien sûr. Et tous les jours, même. Et ce qui nous renvoie au premier ouvrage. Il y a plus de café. Oh merde. C'est ça. On va donc partir au premier ouvrage de cette petite émission. On a 4 albums dont on a envie de vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est chez Panini Comics, c'est du Punisher. Ça s'appelle Punisher Zone de guerre. C'est donc les 6 premiers numéros de la série Punisher Warzone de Chuck Dixon et John Romita Jr. Donc c'est une série qui est née dans les années 90. C'était en 1992, à l'époque où Chuck Dixon était encore quelqu'un peut-être de respectable. Oui, c'est ça, de fréquentable. C'était même l'une des grandes stars des années 90. Ah oui, bien sûr. Dixon avec Nightfall et le Punisher aussi. C'est vrai qu'il fera aussi la série Robin chez DC Comics. Donc, et illustré aussi par un John Romita Jr. qui était en très grande forme à cette époque-là également. C'est donc sorti dans la collection Must Have de Panini, qui sont donc ces albums à bandeau doré qui sont chargés de vous présenter des récits incontournables de la Maison des Idées. Pour le coup, on est sûrement d'accord pour dire que le contrat est rempli sur cet aspect-là. Corentin, je crois que c'est une lecture que tu as bien aimée. Oui, j'ai bien aimé, effectivement. C'est pas une lecture qui est tout à fait nouvelle, hein. On en parle parce qu'elle est rééditée et que c'est bien de se réintéresser aux classiques et au patrimoine, entre guillemets, des comics. Ouais, surtout qu'elle est rééditée, pour le préciser, parce que c'est les 50 ans du Punisher cette année. Tout à fait, oui. Il y a une grosse charge punisherienne qui a été opérée par Panini, là, récemment. Celle-là, parmi tant d'autres, pourquoi pas, effectivement. Alors, Zone de guerre, elle est aussi, Warzone, c'est aussi connu parce que il y a eu plusieurs titres qui s'appelaient Warzone. Ouais. Notamment une série de Garth Ennis beaucoup plus tard en 2008 qui avait accompagné le film de voilà, et il commence une phrase et il sait pas comment il va la terminer avec le film de cette réalisatrice. Non, non, celui avec Ray Stevenson, je crois, mais vous vérifierez chez vous sur Google. Donc cette histoire-là, effectivement, c'est aussi l'occasion de dire un peu du bien des années 90 parce que ça nous arrive pas si souvent, dans la mesure où il y a pas forcément il y a des trucs qui ont mieux vieilli que d'autres, on va dire. Tu t'es retrouvé du coup? C'était un film de Lexi Alexander. Lexi Alexander, tout à fait. Disons que ça dépend de quelle partie de la production à la fois des super-héros dont on parle et de la partie indé, quoi. Parce que les années 90, c'est la naissance de tout un pan de l'indé aussi. Vertigo, tout ça. Voilà, t'as Vertigo, t'as une partie de Image et t'as Hellboy, par exemple. Et puis à côté, effectivement, t'as Blood Force. Enfin, non, c'est pas Blood Force, c'est les Youngblood. Youngblood, pardon, ouais. Merci, voilà. Entre autres, oui. Là, en l'occurrence, ça reste quand même assez proche des comics des années 90, dont la période était assez propice à des mecs comme Chuck Dixon qui étaient en fait des spécialistes de la guérilla urbaine, on va dire, c'est-à-dire des personnages qui sortent les flingues, comme tu disais, pour aller défourailler en ville et avec une grande insistance sur la topographie urbaine. Les années 90, on aimait beaucoup dessiner des villes très inquiétantes, souvent gangrénées par la drogue, par la prostitution, par le crime organisé, d'une manière plus violente et plus, j'ai envie de dire, jouissive ou défouloir que les années 80, qui voyaient plus ce sujet-là comme un truc vraiment
préoccupant, une crise sociale, etc. Là, on se plaît un peu, en fait. Dans cette dépiction, cool. C'est le grim and gritty. C'est ça. On trouve ça cool quand c'est noir, quand c'est violent, etc. Et il y a beaucoup de mauvais exemples de comment ça a été appliqué, cette théorie. Celui-là n'en est pas un, puisque en fait, c'est une bonne histoire qui va prendre des référents un peu plus anciens, on va dire. C'est vrai que les années 90, c'était aussi une sorte de... Enfin, l'année 90 précisément, a été une année qui a beaucoup été marquée par la sortie de grands films du cinéma des gangsters. On a eu Les Affranchis de Scorsese, on a eu le 3e film Le Parrain, on a eu Miller's Crossing, on a eu quelques autres films comme ça, et après on a migré vers d'autres types de mafia, on va dire, organisées au cinéma, avec l'arrivée de Tarantino et tout. Mais là, effectivement, on a Punisher qui va en fait s'infiltrer dans les mondes mafieux. Dans le monde mafieux, la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, donc celle de Tony Soprano, celle de Don Corleone et compagnie. Alors c'est un album qui est intéressant à plusieurs aspects. Déjà parce que bon, ce synopsis-là du Punisher qui s'infiltre, on l'a un peu perdu de vue. C'est vrai qu'au départ, quand même, Punisher, c'était pas que une machine à tuer. On aurait tendance à résumer ça comme ça aujourd'hui parce que Garcenis a créé un peu cette espèce de fantasme de Frank Castle, le héros immortel qui traverse les quartiers, qui traverse le croque-mitaine, ouais. Le croque-mitaine, voilà, l'ange de la mort. Mais au départ, quand même, il y avait un côté plus espion, plus détective aussi, qui est un truc que Ruka a un peu repris d'ailleurs ensuite. Plus voilà des codes qui évoquent davantage des séries policières en fait que des séries seulement basées sur l'action. Il y a aussi des titres de Garcenis qui prennent ce chemin-là évidemment, mais enfin chez Garcenis on ne s'inquiète jamais pour le Punisher parce qu'on sait que voilà, ça va bien se passer pour lui. Là quelque part on le met en danger, on le met dans une situation où il doit prendre une nouvelle identité, risquer de se faire démasquer et tout. C'est très bien rythmé, le rythme est vraiment la force de l'album pour moi. Enfin, il y a aucun temps mort, c'est très bien découpé. Avec cette espèce de comment dirais-je, d'oscillation où justement en fait Romita fait un découpage qui est très scolaire, qui est très formel avant les scènes d'action, et quand la scène d'action arrive, ben on retrouve la force du Romita de l'époque, c'est-à-dire que son personnage prend toute la place, il est dessiné presque qu'en pleine page ou en 3/4 de page, ses bras dépassent des décors, les flingues, on n'a jamais vu des flingues aussi gros et aussi là pour le coup c'est un défaut aussi dans les années 90, c'est qu'il y avait une sorte d'obsession pour l'arme à feu très compliquée et très imposante. Il y a un côté un peu phallique, tu vois, les énormes guns et tout. Lui, il le fait bien parce que justement, tu comprends que c'est un gadget quelque part. Et quand tu vois une mitrailleuse M16 avec 3 chargeurs collés à 3 chargeurs, tu dis oui, mais ça, effectivement, c'est cool. Il y a un côté un peu cartoon, il y a un côté un peu ouais, on va tuer, etc. Tu vois. Donc c'est bien foutu de ce côté-là. L'atmosphère est bien faite, la narration est intérieure du coup est sympa parce qu'on voit aussi un peu les failles du Punisher qui veut pas se retrouver tout seul. Quand Micro, qui était son acolyte de l'époque, se casse. Et il comprend quand même qu'il y a un prix à payer pour sa guerre contre le crime et tout. Ouais, et puis tu vois aussi qu'il est dans le déni, en fait. Oui, complètement. C'est assez... dans le sens que son absence de connexion aux autres humains qui acceptent de le côtoyer, en fait, fait que justement, il arrive même pas à se rendre compte qu'à un moment, il est allé trop loin et qu'il vient de se faire lâcher par son seul pote. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir cet aspect de la personnalité aussi de Frank qui est pas mis de côté. Oui, et puis dès que son pote se casse, entre guillemets, il se retrouve un autre meilleur pote, contraint et forcé, qui va devoir l'accompagner, sinon je te mets une balle dans la tête, quoi. Donc c'est vraiment bien fichu, c'est assez joli, effectivement. On est sur un Romita Junior qui est ancré par Klaus Johnson. Ah, mais c'est pour ça. Donc c'est beaucoup la plus ressemblance détaillé. à Miller aussi un petit peu. Ah oui, de toute façon, voilà, c'est quand Romita Junior a repris les commandes d'Ardeville, l'objectif c'était pour Marvel de faire un Miller Junior. Et déjà à l'époque, il y avait Johnson qui l'accompagnait. Et c'est en fait quand Johnson a un peu quitté Romita qu'il a commencé à avoir ce contour un peu plus feutre, beaucoup plus épais, et qui a fait le bonheur de plein de gens. Je veux pas critiquer, mais moi je préfère ce Romita là. Et si vous regardez Man Without Fear justement, qui était pareil, le retour du trio Johnson, Miller et Romita, on a vraiment pareil ce Daredevil qui prend beaucoup plus de place et en fait qui reprend les structures de corps de Miller à l'époque, tu sais, du DKR en fait. On a un Batman pareil, beaucoup plus massif, qui va être dessiné, un peu tordu et tout parce qu'il rentre pas dans l'espace d'une case. Là c'est un peu la même chose et c'est bien fait, tu vois, il y a même des codes de graphiques qui sont intéressants, genre le Punisher est toujours le personnage le plus grand dans les pièces où il est, parce que justement il faut imposer l'idée que c'est bien un surhomme, c'est pas juste un taré avec un flingue, tu vois. C'est un gorille. C'est un gorille, ouais, qui a en plus la cruauté toujours un peu froide. Alors ça c'est aussi un défaut, ils se sentent obligés quand même de dire bon bah le Punisher il a aussi une sexualité, donc il va enfin pas vraiment, mais il va se servir de son appétit sexuel ou son sex appeal pour pénétrer le monde mafieux au sens propre, ce qui ne sert à rien et ce qui au final sort une résolution où on comprend qu'il y a un compas moral quelque part qui se trame un peu, mais ça reste quand même une série de tirs au pigeon, tu vois.
Donc c'est toujours un peu compliqué de faire l'équilibre entre... Je suis pas forcément d'accord dans le fait que en fait le personnage en fait qui va être mêlé à cette sous-intrigue en fait aura de l'importance et tu le devines quand même dans la suite en fait parce que c'est directement de l'arc d'après qui est donc à partir de Punisher Warzone 7 et tu sens en fait que c'est des éléments qui étaient mis en place pour faire une intrigue qui était sur du un peu plus du moyen terme, mais c'est vrai que si tu prends l'album en tant que tel qui se lit donc tout à fait comme un récit complet, il y a pas de problème, les quelques éléments ouverte, quoi. Voilà, les quelques éléments de fin ouverte te disent effectivement t'as des personnages qui pourraient revenir dans le futur, mais c'est pas essentiel en fait. L'histoire arrive à se tenir. C'est vrai que c'est ce que tu avais noté d'ailleurs dans ta critique écrite aussi, c'est que tu t'attendrais en fait à ce qu'il se lie avec l'un ou l'autre des personnages qu'il est obligé de côtoyer en s'infiltrant dans le monde mafieux, mais en fait pas du tout. Non, il est quand même juste là en fait pour buter des gens, pour buter la mafia, et c'est vraiment ce qu'il va faire sans trop en fait de détour scénaristique. Mais ça aurait été intéressant justement de confronter Miller à des mecs qui lui disent bah oui je sais bien que ce que je fais c'est mal mais j'ai besoin Miller pardon Castle, confronter Castle à des gangsters qui lui diraient bah oui mais écoute on m'a viré de l'usine, mon grand frère m'a recruté, moi il faut que je nourrisse ma femme et mes gosses, tu vois. En fait on voit pas du tout le côté humain de ces gangsters, ça reste des marionnettes dans un grand spectacle où le but c'est à la fin que le héros leur tire dessus. Un petit reproche aussi pour moi, c'est on sort des années 80 et on sent que l'héritage des films de Schwarzenegger et de Stallone et compagnie est encore là parce que il faut qu'on finisse sur une île paradisiaque, mix James Bond, mix Predator, on va voilà parachuter le héros, il va passer vraiment en mode commando. Et c'est dommage pour une série qui justement rend si bien la ville de New York en fait, qui est très bien dessinée, où vraiment tu sens qu'il y a un underground qui est poisseux, qui est puissant. Et là voilà, le fait de terminer là-dessus, c'est un peu une convention d'époque qui moi m'énerve. C'est comme c'est un truc que Dixon a fait aussi sur Nightfall, où il faut absolument commencer sur sur la jungle luxuriante. C'est des obsessions d'époque qui du coup rendent bien, parce que moi ce que je disais c'est la série elle a vieilli, oui, mécaniquement, parce que il y a des trucs que tu ferais différemment aujourd'hui, je pense, notamment ça fait moins rêver aujourd'hui les gangsters italiens, on les a un peu beaucoup vus quand même. Ou alors même le côté shotgun qui se ramène dans l'équation, tu l'aurais introduit différemment, je pense. Mais ça donne son charme aussi à l'album, justement, d'avoir ce cachet d'époque. Comme les douilles, tu vois, sur la couverture, on voit j'ai jamais vu autant de douilles dans une BD, hein. Pour le coup, Romita, c'est un fan de douilles. Le mec, il tire jamais un coup de feu, hein. Castle, il y a toujours au moins 25 balles qui fusent. Ouais, puis il y a cette forme d'extravagance, en fait, ouais, dans l'utilisation des armes à feu. Il y a un moment cette double page où tu vois Castle et Shotgun côte à côte, les deux bras tendus avec leurs flingues, leurs deux mitrailleuses à faire. Tu te dis, ouais, là, t'es dans une forme de surenchère. C'est du gun porn, hein. C'est ça, ouais, mais qui est vraiment témoin de son époque aussi. Hein. Ouais, complètement. Mais pour moi, c'est un bon souvenir, justement, parce que quand on se rappelle qu'en face, il y avait la série Punisher de Mac Baron, que j'avais un peu lu en diagonale à l'époque. Enfin, pas à l'époque, j'avais 4 ans à l'époque. J'avais 1 an à l'époque, merde. Mais qui était sorti il y a quelques années plus tôt et qui était vachement plus Bronze Age, en fait, tu vois, vachement moins moderne, vachement moins gritty. Là, quelque part, voilà, c'est un bon représentant de ce que les années 90 ont fait de bien. Tu vois, avec ce rapport à la ville, ce rapport à la violence qui a quelque chose de défouloir et qui est pas, en plus, là, anormalement violent. Tu vois, il y a des séries des années 90 qui étaient beaucoup plus cruelles, on va dire, avec leurs héros et avec leurs interactions avec d'autres personnages. Puis c'est le Punisher des Punishers, quoi, en fait. C'est le Punisher, il est là-bas, il traverse le récit, un flingue à la main, et à la fin, il est encore en vie, et les gangsters ont perdu. Voilà, si vous voulez lire ce genre de personnage-là, bah, c'est par là qu'il faut aller aussi. Ouais, voilà, très bien. Merci beaucoup, Corentin, pour cet avis détaillé que je partage pleinement. N'étant pas aussi grand connaisseur du Big Pun que toi, c'est, je trouve, ouais, vraiment par rapport à l'objectif de ce que doit faire Must Have en termes de récit, vraiment qu'on peut recommander. C'est vraiment, si tu veux commencer par le Punisher, par exemple, tu peux commencer par ça, en fait. Ouais. Je sais pas s'il existe en deluxe, celui-là. Non, mais vu les périodes de publication, peut-être que ce sera intégré par la suite dans les intégrales, vu qu'ils font des intégrales par année aussi maintenant avec le Punisher. Mécaniquement, ce récit-là, il reviendra, il est déjà revenu plusieurs fois, hein. C'est l'une des éditions de Warzone, mais c'est un classique. Il avait pas encore été forcément édité auparavant. Warzone? Je suis pas sûr. T'es sûr? Bah, je suis. Pour le coup, Romita. Bah ouais, mais non, il me semble que c'était. Moi, je crois que je l'avais lu dans une autre édition, en tout cas, à l'époque d'une ancienne VF en bibliothèque. Voilà, salut les bibliothécaires. Et pendant qu'Arnaud recherche, je vais encore une fois meubler en vous décrivant ce que fait le chat qui actuellement est en train de se laver la queue. Voilà, c'est très souple les chats, donc il peut tendre la patte très très haut pour atteindre les zones sensibles. Et là, du coup, bah, il est en train de se gratter se laver la patte, pardon. C'est très mignon. Vous savez, c'est un chat qui, je crois, c'est pas un chartreux.
C'est peut-être un russe bleu, quelque chose comme bleu, ça, là. Ouais. Il ressemble beaucoup aux chartreux. Ils ont une sorte de pelage qui fait un peu plaid, mais il a pas les gros yeux jaunes et la mâchoire un peu carrée. Du coup, voilà, c'est un bel animal finalement. Je peux plus meubler Arnaud au bout d'un moment, par contre, là-dessus. C'est dommage. Non, mais pour le coup, je suis quasiment sûr que c'est pas une réédition, ça. Mais... Bon, vous vérifierez chez vous. Hein, Arnaud, on va pouvoir avancer maintenant. Tout à fait, Corentin. Et puis, puisque tu vas avancer en nous présentant le second ouvrage, donc qui n'est pas du comics en tant que tel, mais vous savez que on aime bien de temps en temps. Enfin, c'est pas fait aux États-Unis, mais là, on est quand même plus sur du comics que de la franco-belge classique, quoi. Oui, mais c'est juste que de facto, ça a été fait par un auteur français, donc techniquement, avec un pseudonyme américain. Et des références à Sam Raimi et à Ellen Ripley dans l'album. Tout à fait, oui, non, mais c'est complètement ancré dans la pop culture, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été publié au label 619 dans un sigle Low Reader présente, donc puisqu'on vous parle de Blood Moon de Bones, qui donc nous fait une histoire d'horreur qui, comme son nom l'indique, se passe sur la Lune, dans un futur. Hein? D'horreur? J'ai dit très peur, t'as dit d'horreur. Ah bah c'est quand même plutôt horrifique. Tu trouves? Bah c'est de l'horreur spatiale, quoi. Ouais. Oui. Bah vu la gueule des... bah quand même. Mais je saurais pas le définir. Pour moi, c'est peut-être un peu comme Total Recall, tu vois, c'est pas vraiment de genre. Bah Total Recall, c'est de la SF. C'est de la pure SF. Oui, la SF, c'est pas un genre, c'est un code. La SF, c'est un genre. Quoi. Bah, pas vraiment. Enfin, tu peux pas mettre dans le même genre les Fils de l'Homme et Total Recall, par exemple. Bah, parce que les Fils de l'Homme, c'est de l'anticipation. Je vais t'avoir. Même la SF, il y a différents sous-genres. Oui, bah, t'as de la hard SF, t'as le space opéra, t'as le truc comme ça, mais la SF recouvre quand même un genre, et là, on est clairement dans un mélange d'horreur et de science-fiction. Parce que, clairement, ça se passe, c'est dans le délire de, alors c'est pas une prison parce qu'on est sur une station minière, mais tu serais dans le même genre de délire que t'as pu avoir dans Dead Space, dans l'autre que justement que le Callisto Protocol, dans Alien 3 en fait, où t'es dans un lieu quand même relativement fermé, où il y a des cadavres qui sont retrouvés, qui sont atrocement mutilés, et donc un des mecs qui donc Ben, qui bosse pour cette compagnie minière, en fait va essayer de savoir ce qui se passe. Il est chef de sécurité, il va essayer de voir qui est responsable derrière ces crimes, et va se retrouver face à quelque chose qui est beaucoup trop grand pour lui. On n'en dira pas plus, bien entendu, parce que ce serait très 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 dommage de vous spoiler l'intrigue. Corentin, qu'est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé? Déjà, moi je peux te dire que ce registre de SF porte un genre, et ça s'appelle le tech noir, figure-toi, puisque c'est le mélange en fait entre une histoire de polar, une enquête, dans un environnement de science-fiction comme Blade Runner l'a été. C'est un truc qui est assez couru en fait. Il y a plein de, vous pouvez vous-même trouver des exemples de ça, comme je sais pas, The Long Tomorrow de Moebius, par exemple, qui est un peu dans le même style. Donc effectivement, on va suivre l'histoire du détective, de l'inspecteur, du commissaire, enfin du mec qui est en charge de la sécurité et de faire un peu la police, de la police d'ailleurs, parce que c'est un vrai organe de police, sur ce petit bout de caillou où on a installé donc des mineurs qui récupèrent du matériel utile à la Terre et qui se vont à prix d'or. Et voilà, c'est vraiment écrit en fait comme un polar, avec tout ce que ça suscite de codes qui sont parfois un peu usés ou pas forcément surprenants, mais généralement le polar dans ce cas-là, ça va être une fuite en avant jusqu'au moment où tu vas comprendre un petit peu quelle va être la résolution de l'équation, et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que moi j'ai bien aimé cet album, je trouve qu'il est correctement écrit, il est très bien dessiné, il y a un environnement que t'as envie d'explorer, que t'as envie d'approfondir, t'as même envie de savoir un peu ce qui se passe sur Terre pendant ce temps-là. On comprend un petit peu tout ce qui est mis par rapport au capitalisme, au fait que voilà, dans la colonie minière en question, ils n'ont pas de laboratoire pour faire des expériences, que ils respirent tous de la poussière lunaire, qu'ils vont tous crever d'un cancer à 45 ans, etc. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment bien foutus, qui font penser un peu, enfin, ces codes-là font penser aussi à ce qu'on a pu trouver récemment dans Frontier. Mais à la différence de Frontier, c'est beaucoup trop court, en fait. Et c'est un peu, justement, la difficulté, c'est que c'est trop court pour une histoire qui est trop longue. Tu vois les référents qu'il emprunte, justement à Alien, justement à Total Recall, justement à toute cette école en fait de cinéma des années 80, où il y a tout qui est bien mis dans l'ordre, tu vois. Les personnages, ils disent des gros mots, c'est assez violent, enfin il y a des morts graphiques. On te parle le mot pute revient assez souvent, hein, voilà, c'est pas un spoiler de le dire. Il y a du sexe apparent, enfin en tout cas il y a des seins apparents. Donc c'est vraiment en fait un truc qui est justement une déclaration d'amour à l'époque où le cinéma de science-fiction était plus dans l'exploitation, on va dire, de la violence, du parler vrai et compagnie.
Et c'est, enfin, au niveau formel, on va dire, au niveau de la structure, tous les éléments sont là. Tous les éléments sautent aux bons endroits. Le problème, c'est que le rythme n'est pas mis au bon endroit, là. C'est-à-dire qu'en milieu d'album, vous allez avoir une brusque accélération. Ouais. Qui va correspondre grosso modo au moment où il y a un des personnages qui meurt, on va dire. Et à partir de ce point-là, en fait, qui du coup est censé être le tournant, en fait, l'accroche, le truc où tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? À qui peut-on se fier? Est-ce que le héros va être tout seul dans cette histoire? Est-ce qu'il va s'en sortir et tout? Et en fait, à ce moment-là, c'est en accéléré. C'est vraiment en accéléré, c'est très elliptique. Il y a des problèmes aussi d'ailleurs en parlant des ellipses dans la composition du dessin, parce que des fois on passe d'une scène à l'autre sans bien comprendre ce qui s'est passé, alors qu'il faut qu'on revienne en arrière, tu regarde les détails et on se dit c'est ça, et tu comprends notamment, tu sais, cette scène où justement t'as un gars qui vient d'agresser Ben et Will, en fait, donc son collègue, en fait, et qui se retrouve dans une cellule de prison, et le mec le quitte en lui disant bah tu feras bien attention, tu vas le gars surveiller toute la nuit et tout ça, puis tu tournes la page d'après et puis t'es dans une situation complètement différente et tu dis ah oui d'accord, en fait t'as quand même une ellipse de toute une nuit qui s'est passée et qui bizarrement qui peut surprendre en fait. C'est pas celle-là que je pensais, enfin je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup c'est le tourné de la page, donc ça marche pour moi. Ouais. C'est plus justement celle d'avant, quand il les attaque avec la bagnole, où on comprend que Ben essaye de faire un truc. Ah oui. Et je dis mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire en fait? Il s'est rapproché des cuves explosives, elles explosent, bon, tu captes pas trop ce qui s'est passé, et après directement le mec est incarcéré quoi. Donc moi j'ai un peu, voilà, c'est là que j'ai des petits problèmes. Je pense vraiment que ça manque de pages, ça manque d'une 50aine de pages au moins pour avoir plus d'éléments de liant, plus de lore sur cet univers. Ouais. Mais surtout dans la deuxième partie en fait. Ouais. C'est peut-être un peu le j'allais dire que c'était quelque chose que t'avais évoqué avant, mais en fait non, j'ai écouté une critique du jeu Suicide Squad qui vient de sortir, où qui disait que que la première partie est beaucoup trop longue et la seconde beaucoup trop courte, et en fait là ça m'évoque un petit peu la même chose. Alors pas que la première partie soit beaucoup trop longue, mais par contre que clairement le dernier tiers en fait il y a cette accélération dont tu parles, qui fait que moi j'ai dû le lire 2 fois en fait pour être bien sûr de pas être passé à côté de quelque chose au niveau de l'histoire aussi, parce que je m'étais dit à la première lecture, je me suis dit mince, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'éléments mais qui arrivent pas à se répondre en fait, et que l'enquête allait trop vite, ou que je suis passé à côté de effectivement. Il y a un truc qui est systémique par exemple, qui est un bon exemple, voilà. Arrêtez d'utiliser des mots compliqués. C'est précisément quand il va au bar le Moonraker, où ça dure en fait une page, et ce truc-là t'en entends parler pendant tout l'album du Moonraker. Tout le monde te dit c'est le point de rencontre où tous les mecs ils vont décompresser en se payant une lap dance ou mieux, et sur place on comprend qu'il a un historique avec une des nanas, et en fait ce personnage-là, je crois qu'il a vraiment le droit à une page en tout et pour tout. Ouais, 2 fait 2 littéralement quoi. Mais c'est très peu, c'est trop peu justement pour un truc qui devrait être le pivot. Et puis en plus, ce qui arrive à ce moment-là, c'est un truc qu'on a déjà vécu plus tôt dans l'album, parce que voilà. Oui. Mais encore une fois, moi ça me choque pas, parce que c'est des éléments qui sont propres au genre qu'il explore. Et ce truc-là, tu le trouves dans des tonnes d'histoires, dans les tonnes de films. C'est plus vraiment la façon dont justement c'est agencé. Peut-être qu'il aurait fallu faire sauter une scène pour rajouter plus d'éléments de cohérence ou de. Et en fait voilà, moi le gros problème que j'ai avec cet album, que je répète pour moi est un bon album, j'ai bien aimé cette lecture, et évidemment elle est frustrante, mais c'est aussi le pari des one shot quoi. C'est un one shot, tu sais qu'il n'y aura pas de tome 2, il faut tout mettre dedans, et si t'as trop d'idées, du coup ça déborde un peu. Moi c'est plus que justement à mon avis, pour correspondre à ça, il aurait fallu stripper la scène finale, parce que surtout qu'elle est en plein décalage avec le reste de l'intrigue. Elle est très chouette, elle permet d'avoir une conclusion, enfin une scène en tout cas qui est super jolie. Sur le dessin, enfin sur la composition de l'atmosphère, mais effectivement tu te dis attends, mais d'où est-ce que ça sort? Ouais. Tu vois, et c'est là où tu évoques ce problème de ces 50 pages qui pourraient manquer. Oui, effectivement, dans l'installation du lore, ou le développement en fait du point central, qui est quand même un petit peu la grande révélation aussi de l'histoire, de dire ouais, effectivement c'est amené beaucoup trop rapidement, et après c'est expédié aussi de façon beaucoup trop rapide. Je me souviens, quand j'étais gamin, je vais faire un appel aux auditeurs, aux auditrices. Il y avait une ex de mon père qui avait une série de BD. C'était une sorte de 4e dimension. En fait, c'était une anthologie avec différentes histoires courtes. Et à chaque fois, donc il y avait un mystère, un personnage qui réalisait que la réalité n'était pas ce qu'elle était. Ça commençait par un mec qui bossait dans une boîte, et il compilait des chiffres, il savait pas à quoi les chiffres correspondaient. Et en fait, ça l'obsédait. Dès qu'il demandait aux gens qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte, personne savait quoi lui répondre. Et finalement, ça l'obsédait tellement qu'en fait, le mec devient fou, commence à péter un câble dans son bureau. Il monte voir le patron dans l'ascenseur,
Et les employés ils font merde, il a été voir le patron. Vous savez ce que ça veut dire? On peut plus rien pour lui. Et fin de l'histoire. Et on sait pas ce qui se passe. On ne sait ce qu'étaient ces chiffres et compagnie. Mais quand j'étais gamin, j'adorais cette histoire. Parce que tu peux mettre ce que tu veux, en fait, sur cette fin-là, tu vois. Et à mon sens, c'est une erreur, des fois, de vouloir résoudre quand, justement, tu manques de place, quand ton mystère, entre guillemets, tu peux l'interpréter différemment. Là, tu comprends très bien, Blood Moon, secte, machin, etc. Naturellement, ton cerveau peut recomposer, en fait, une conclusion qui serait naturelle et saine, et que tu pourrais laisser en suspens, entre guillemets, ou pas mettre des mots aussi clairs que ce qu'il a mis lui dessus. C'est-à-dire que la résolution est trop ambitieuse. Ce qu'il a mis là est trop ambitieux, avec trop peu de pages, et des trucs qui, du coup, écrasent, enfin, t'as littéralement le poids de la boule, si je puis me permettre, qui écrase, justement, en fait, les quelques pages qui restent pour un truc qui a une telle importance symbolique, quoi. Et du coup, tu sens qu'il profite des dernières pages pour expliquer, enfin, des 2 dernières planches, pour expliquer un peu mieux ce que ça signifiait pour lui. Mais du coup, t'as pas les mots pour l'interpréter. Et même d'ailleurs, le grand vilain, entre guillemets, est très caricatural, tu vois. C'est le mec qui appelle le héros monsieur, qui lui dit, voilà la vérité sur ci, sur ça, etc. T'as envie de dire, mais gros, mais j'ai vu Snowpiercer, c'était vachement bien, mais peut-être tourner cette page-là et se dire qu'en fait, t'aurais juste pu, il ouvre une porte, il est médusé de ce qu'il regarde, il se prend une bastos, c'est cruel, c'est cynique, mais c'est une fin qui tient debout, tu vois. Là, je trouve que, de toute façon, pas que la fin ne tienne pas debout, mais c'est que c'est trop, enfin, c'est littéralement comme si, je sais pas, à la fin de Blade Runner, en fait, Descartes, plutôt que d'écouter le monologue du répliquant, il ouvre une porte, et d'un coup, en fait, il y a l'univers devant lui, et t'es en mode, mais frère, non. Il te reste 5 minutes de film, tu peux pas me faire ça maintenant, s'il te plaît. Enfin, tu vois. Donc, bref. Tout ça pour dire que, moi, en l'occurrence, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que, en termes de structure, je trouve ça agréable. Là, récemment, justement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus. On a été voir Total Recall au cinéma avec Océane. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et je reconnais vraiment ces codes, mais je trouve agréable, tu vois, ces codes de vieux films d'action des années 80, de tech noir, justement. Et je trouve l'album, il est quand même assez frais. Il a un graphisme qui est très agréable à mes yeux. Cool, oui, parce qu'on on en avait parlé déjà lors de l'annonce avec les pages de preview, hein, que c'est un mix du dessin qui va tirer un peu du Mike Mignola, influence évidente, à mon avis, mais aussi de Phil Lester, par exemple. Carrément. Plus pour les visages, ouais, Phil Lester. Et tu vois, même, ça, c'est curieux aussi, parce que la couverture de l'album, quelque part, c'est un peu la résolution. Et ça, il y a un truc qui clique pas dans mon cerveau. Enfin, parce que quand tu vois la couverture, t'imagines pas du tout que ça va être le récit que t'as entre les mains, en fait. Ouais, tout à fait, mais oui, mais justement, parce que quand tu ne le sais pas, en fait, c'est pour ça. Ouais, mais quand tu découvres pourquoi, en fait, du coup, t'es d'autant plus interloqué, quoi. Enfin, ça peut être aussi un effet de style de dire, vous aviez la solution devant vos yeux depuis le début, mais bon, enfin, voilà, si on dit à quelqu'un, la couverture, en fait, c'est un gros indice, t'as beau tu vas pas te figurer l'histoire, en fait, tu vas pas pouvoir te figurer de quelle histoire. Donc pour le coup, c'est bien maîtrisé, parce qu'effectivement, si c'était une couverture où mettons que t'avais l'identité du tueur dans le truc, là, effectivement, à partir du moment où tu te dis la couverture c'est la fin, tu te grilles, en fait, tout espoir d'intéresser quiconque à ton histoire. Là, ce n'est pas le cas, quoi. Ça reste assez cryptique, en fait, pour c'est vrai. Il y a aussi un petit problème, à mon sens, c'est que la fin de l'album interdit toute possibilité de faire une suite. Alors que quand un one shot peut fonctionner, on peut imaginer qu'il y aura un spin-off ou. Ah oui, mais là c'est pas le but. Et d'ailleurs, même je trouve même dans d'une certaine façon que c'est vrai que toi tu dis que ça manquait de pages, mais que limite ça aurait pu être une histoire aussi qui tenait dans un low reader, en fait, en réduisant l'intrigue, en réduisant le nombre de cadavres, en allant plus rapidement, en fait, dans l'empilement des indices. C'est quelque chose qui, à mon sens, peut aussi tenir en une trentaine. T'as littéralement des dizaines d'histoires de métal hurlant qui ressemblent à ça en 25, 30, 40 pages. Hein. Donc non, c'est quand même l'histoire, à mon avis, n'avait pas vocation à forcément vouloir s'éterniser ou alors à se développer sur d'autres titres. Et c'est pas un truc je me suis pas dit à la fin, tiens, ça aurait dû être une série. Pour moi, il y a quand même un ensemble qui était d'un concept assez conclusif. Hein. Ouais, moi j'aurais préféré un plus gros roman graphique, mais quitte à avoir créé cette mythologie ou. Après, j'aime vraiment bien le dessin, moi, tu vois, donc quelque part ça me frustre. Ça compense, ça compense les frustrations que tu peux avoir sur le scénario, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a des bonnes idées graphiques qui auraient pu être utilisées. La double page quand la vitre elle pète, là, elle est incroyable. Ouais, c'est sûr. Non, mais vraiment, en plus, voilà, quand tu les vois de loin, c'est vraiment du Mignola dans le texte. Et Mignola faisant assez peu de SF, finalement, c'est bien. Ouais, même pour les amateurs d'horreur, parce que moi, j'ai quand même
Je m'en fiche de tes appellations de tech dans mes couilles, là. C'est pas de l'horreur. C'est pas de l'horreur. C'est un polar dans un monde de science-fiction. Ouais, mais il y a polar et il y a polar vénère, quoi. Parce que la scène de la première découverte, donc, du cadavre qui est crucifié, je suis désolé, c'est un truc de film d'horreur. La mise en scène, la façon dont le cadavre est présenté, dont tu le découvres, dont tu vois tous les services, tout ça, c'est super gore, quoi. Enfin, c'est pas du simple. Si tu vas par là, Old Boy, c'est un film d'horreur. Non. Parce que c'est pas si gore que ça. Mais après, Old Boy, il est interdit au moins de 16, mais parce que c'est un polar super vénère. Mais je trouve que dans l'atmosphère qui est présentée, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus horrifique et quand même plus du côté polar, à tendance, cabale et, des trucs sataniques et tout ça, des trucs vraiment très, très brossons que polar façon 36 quai des Orfèvres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Mais il y a encore une fois beaucoup de définitions au mot polar. Hein, tout ça pour dire que, à mon sens, en plus c'est quand même sous label Low Reader, donc le Low Reader c'est quand même une anthologie de comics d'horreur à la base. Donc oui, je le dis juste pour ceux qui aiment les comics d'horreur, que c'est aussi quelque chose, voilà, qui, à mon sens, graphiquement et dans l'ambiance poisseuse du délire, peut vous attirer. Donc, c'est disponible au label 619 chez Rue de Sèvres, ça coûte 16,90 et c'est sorti depuis le 14 février. Voilà, le parfait cadeau de Saint-Valentin, à n'en pas douter. Tout à fait. On continue, Corentin, du côté des... on reste dans le noir, dans le poisseux, dans l'inquiétant un petit peu, alors pas du tout dans l'horreur, mais plus dans ce côté justement un petit peu polar, avec The Riddler, année 1, une maxi-série écrite par Paul Dano, qui est l'interprète au cinéma du Riddler dans le film The Batman de Matt Reeves, et qui a décidé de s'emparer encore plus de son personnage, en couchant ses origines en bande dessinée dans l'univers du film de Matt Reeves, avec au dessin Steven Subic, un artiste qui nous vient d'Europe de l'Est. Je dis Europe de l'Est parce que je me rappellerai pas de son pays. Le continent, l'Europe de l'Est. Le fameux, voilà, ce que je veux pas fourcher et dire le mauvais pays, vu mes connaissances en géographie absolument calamiteuses. C'est pas un Bulgare? Non, je crois pas. Mais Subic, je dirais serbe comme Ribic, mais du coup, je suis pas sûr. C'est pour ça. Les gens savent que je suis nul en géographie. Il y a beaucoup de Serbes dans les comics. C'est pas la peine d'en rajouter. Donc, qui met en scène cette maxi-série où vraiment on s'aperçoit au final que ce fameux Edward n'était pas destiné à être un grand méchant forcément, mais que c'est la société et tous ces problèmes qui l'ont mené. Sociétaire. Voilà, vouloir livrer l'enquête ultime à The Batman dans le film de Matt Reeves. Corentin, qu'as-tu pensé de ça, puisqu'on a vu quand même pas mal de stars du ciné écrire des histoires sur leurs personnages ou simplement s'emparer en fait du médium bande dessinée pour proposer quelque chose. Généralement ils sont mieux accompagnés parce que Berserker par exemple, certes c'est une histoire de Keanu Reeves, mais quand on connaît un peu Matkin, c'est facile de reconnaître ce que lui a mis comme découpage, comme séquençage, on va dire, dans le scénario de Reeves. De la même façon qu'Iman Vellani n'est pas toute seule pour faire les comics Marvel qu'elle fait. Là, Paul Dano, sauf erreur de ma part, il est tout seul. Après, il est bien secondé par Subic, justement, dans le sens où c'est extrêmement bien pensé en termes d'utilisation de l'espace bande dessinée. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est une très bonne histoire du Riddler. C'est même pas forcément utile de la lire comme un spoof de The Batman. Et il est effectivement serbe, Subic. Il est serbe. Il est serbe, voilà. Du coup, voilà, c'est même pas forcément la peine de le voir comme un spoof de The Batman, mais c'est juste une bonne lecture, enfin une bonne origin story, un Riddler Year One en fait pour ceux que ça intéresse. Alors qu'est-ce que et Zadrevic est croate, toutes mes excuses. Zadrevic est croate, bravo. Ouais, tu vois, voilà. Les confusions. Mais la géographie, je l'ai dit, je suis nul. Et Goran Sujuka regarde aussi. Ouais. On va faire, il y a Alex Malif aussi. On va faire toute la liste des mecs d'Europe de l'Est, comme ça on dira plus l'Europe de l'Est, on dira juste croate, serbe ou bosniaque. Alors Goran, il est croate également. Croate également, ouais, voilà. C'est ça. Ça, j'ai été induit en erreur par Goran Sujuka, le croate. En plus, on en avait parlé quand je l'ai interviewé. Et Alex Maliv, il est bulgare. Voilà. Il est bulgare, tout à fait. Maintenant, on les a bien. Il faut faire une petite liste. Donc, si on regarde The Batman, on voit qu'en fait le Riddler, ne se voit pas comme le vilain de l'histoire, mais comme une sorte de sidekick ou une sorte de personnage qui a été influencé par Batman, puisque dans son regard, en fait, lui qui vit au contact de la rue, lui qui prend le métro tous les jours, lui qui vit dans les quartiers pauvres et qui a grandi en orphelinat, etc. Batman, c'est le seul qui se met en travers de la corruption et du crime. Et donc lui, qui est comptable pour une boîte qui participe à ce circuit de corruption et de crime qu'on voit dans le film, en fait, se dit, mais je vais faire comme lui, en fait. Je vais moi aussi mettre un costume et aller rendre la justice. Alors, il utilise des moyens qui sont plus violents, hein, évidemment.
Mais c'est intéressant parce que moi, ça m'a fait penser un petit peu justement à ce qu'on a pu lire dans Le Luthor de Bernardo Azzarello ou d'autres histoires comme ça où on prend le point de vue en fait du vilain pour réaliser que justement cette fameuse allégorie Batman, c'est celui qui regarde dans le miroir, et dans le miroir il y a en fait toujours un vilain différent. Ça c'est vrai, tu vois, c'est les deux faces d'une même pièce et tout. Là c'est littéralement en fait comment est-ce que l'action de Batman dans un monde qui serait plus proche du nôtre peut influencer des gens qui sont plus mentalement fragiles et qui vont croire en fait que c'est leur boulot de prendre une Kalachnikov et d'aller tirer sur un barguet, tu vois. Et c'est ça en fait dont ça nous parle, parce qu'on voit justement comment Riddler se forme. Il se forme avec les message boards de sites comme Quanon et compagnie, de gens qui lui disent prends une Kalash et vas-y, tu vois. Et c'est ce qu'on voyait pareil très bien dans le film, sauf que là on va vraiment dans le cerveau de quelqu'un qui peut passer à l'acte. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Paul Dano, qui a dû faire un gros travail de recherche pour comprendre comment interpréter son Riddler, a tout à fait compris, à mon sens en tout cas, je ne suis pas thérapeute évidemment, mais tout à fait compris en fait les germes de ce qui peut former un vrai super vilain entre guillemets. C'est une vraie personne qui s'est dit il faut que j'agisse, c'est mon destin, c'est mon devoir et tout. Et même si on regarde bien, c'est une origin story au sens strict. On voit son enfance, on l'écoute parler, penser, se confronter au monde extérieur, et on va même accomplir une première mission en fait où il sauve quelqu'un. Donc c'est vraiment en fait traité comme une histoire de super-héros, sauf que il y a un décalage ironique qui se crée entre le lecteur et le narrateur, parce que nous on est parfaitement au courant que c'est le méchant en fait, mais lui il se voit comme le héros. Et c'est toujours assez intéressant parce que il le juge pas, il le prend pas comme tu sais, il y a pas un regard extérieur qui viendrait lui dire mais non, c'est toi le malade mental en fait. Non, pendant tout le long, tu te mets à sa place, t'as un peu de pitié pour lui, mais jamais tu vas te dire oui, je sais pas illogique ce qu'il a envie d'entreprendre. T'as quand même ces phases où il est vraiment en totale obsession avec Batman, où il le voit vraiment comme son sauveur ou son maître à penser. Tu dis quand même, là, t'as quand même une forme de décalage où tu dis, le décalage, il vient des pages de distance, tu vois, il vient des pages de carnet. Aussi, ouais. Où là, effectivement, ça fait penser à des vrais trucs, comment il s'appelle le tireur du métro de Brooklyn qui avait influencé l'écriture du film Joker, j'ai oublié, Arthur quelque chose. Ou pareil, il avait écrit un cahier où il expliquait comment est-ce qu'il allait tuer des Noirs, je crois, à New York. Et c'est un peu le même délire, parce que là, vraiment, oui, c'est là que je parlais de bonne utilisation de l'espace bande dessinée, c'est que ces pages-là, en fait, c'est vraiment le renvoi où on sort de son esprit pour nous mettre comme si on lisait effectivement le carnet d'un tueur en série. Et ça, c'est pareil, c'est très bien fait. Graphiquement, il y a plein d'idées. Donc Steven Subic, donc Arnaud a pu interviewer, et qui en fait donc n'est pas un élève de Bill Sienkiewicz, mais plutôt un pote, on va dire. Du coup, d'où la proximité de leur coup de crayon. C'est très proche de Bill Sienkiewicz. C'est vraiment, si vous êtes fan de Sienkiewicz, faut y aller là. C'est un cousin éloigné qui aurait la même gueule que lui, quoi. Et graphiquement, c'est une branlée, quoi. Enfin, il y a rien à dire, c'est juste magnifique. Hyper fort, ouais. Pour celles et ceux qui aimaient les comics, pardon, je suis désolé, je suis très malade. Les comics de type Batman Arkham Asylum de Dave McKean, par exemple, ou Batman Night Cries, ou en fait, c'est cette longue école de comics Batman qui prennent justement Gotham City comme un truc beaucoup plus cauchemardesque, ouais, mais un sujet de peinture, tu vois, de peinture gothique, de peinture terrifiante à la Kevin Bacon, le peintre Kevin Bacon, à la Francis Bacon, merci, à la Francis Bacon. On est un peu dans ce faisceau-là. Il essaie quand même, je pense, de copier un peu la direction artistique du film de Reeves, tout en se l'appropriant, ce qui est toujours assez intéressant. On a déjà eu plein d'adaptations de films en comics, comme tous les Batman ont été adaptés en comics à l'époque, même par Denny O'Neil, je crois. Et en fait, c'était toujours des copier-coller. Tu vois, c'était juste voilà la scène, machin et tout. Là, lui, il fait une sorte de morphing, c'est-à-dire qu'il dit le film, il a cette tronche-là, moi j'ai ce coup de crayon là, trouvons-nous entre les deux, on va y arriver. Et finalement, le résultat qui est produit est pour moi vraiment un truc qu'on peut lire en dehors même de tout lien avec le cinéma, quoi. Et donc je trouve ça super cool, ça m'a bien fait kiffer. Limite, si Paul Dano veut revenir faire des comics, ça me va. Il y a plein de bonnes idées dedans. Après, j'ai pas forcément envie de tout spoiler, mais la narration est bien faite, le découpage, il y a des tonnes d'idées qui sont vraiment brillantes. Et puis, je t'ai pas beaucoup laissé parler, Arnaud, si tu veux. Non, mais parce que comme bien souvent, de toute façon, t'as les mots
en fait pour exprimer les choses Comme dirait Sheriff Aluna. et c'est le genre de moment où après je me dis bon bah qu'est-ce que je peux rajouter de plus que tu n'aurais pas déjà dit à ce moment-là, mais c'est un peu l'exercice, c'est aussi l'exercice dans cette émission de toute façon quoi. Donc que dire de plus, si ouais, c'est qu'en termes d'ambiance déjà c'est une folie. Je pense qu'on peut réinsister peut-être surtout sur le fait que alors c'est très bien écrit, mais que si ça avait pas été mis en scène par Subitch et si ça avait une allure de comics peut-être plus traditionnelle dans le dessin en fait, d'avoir juste une approche de dessin mainstream en fait de comics, mais même du bon mainstream hein, que ce soit non, je pas Fabok. Ouais, je dirais Fabok, mais Fabok c'est vraiment le mainstream blockbuster. Je dirais juste un dessinateur Alvaro Martinez quand il faisait sur Detective Comics par exemple, tu vois, c'était du très bon travail, mais ça n'aurait pas du tout eu la même allure et ça n'aurait pas du tout été aussi appréciable en fait si ça avait pas cette cette forme de brouillard en fait. T'es plongé dans un brouillard permanent en fait où t'arrives pas à voir à plus de 2 mètres au fil des planches, parce que ouais t'es dans la même atmosphère poisseuse qu'a le film de toute façon de Matrix dans cette clairement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment mais limite je trouve plus psychologiquement, parce que graphiquement ça reste du DC Comics hein, mais je trouve peut-être plus violent entre guillemets, parce que dans Batman on voit quand même un petit peu la vie d'un émo un peu puceau qui en fait réalise que son père était un enfoiré, tu vois. Là il y a vraiment genre les scènes à l'orphelinat, c'est dur parce que tu comprends la rencontre avec Wayne qui le marque, tu vois. Là il y a vraiment ce côté, ouais, ça devient même une crispation sociale en fait dans l'album. C'est genre comme Joker justement, voilà ce qui arrive quand on ferme les centres publics d'accueil pour les personnes qui ont besoin de oui, t'as quand même cette lecture effectivement très politique en fait de pourquoi en fait une société qui laisse les gens dans le besoin de côté finira par s'en mordre les doigts, parce que justement ça va se retourner contre elle, et c'est la démonstration par un exemple ce que ce serait Joker la BD en fait, mais avec l'exemple du Riddler c'est peut-être un peu ça. Il y a de ça hein. D'ailleurs pareil le rôle dans le film Joker de Todd Phillips, le rôle de Wayne quand il rencontre Arthur Fleck, c'est un peu la même sauce, tu vois. Et honnêtement je peux même pas étonner que Paul Dano soit fan ait aimé le film Joker de Phillips, mais ouais franchement il y a plein de trucs qui sont super bien foutus. Et honnêtement ouais revenir justement aux comics de franchise entre guillemets, aux comics à licence comme ça, mais gros taf de la part de l'éditeur qui a produit ce truc là, parce que c'est du Black Label hein. Voilà, mais associer Paul Dano et se dire bon il va nous faire un comics plus c'est une resta, il est oscarisable à fond et tout. Prenons Steven Subitch, franchement c'est pas un truc qui aurait été fait il y a encore 15 ans, tu vois. Donc franchement c'est super cool. J'essaie de voir si c'est je sais pas si c'est Ben Abernathy ou si c'est un autre éditeur qui les a mis en contact là-dessus quoi. Oh putain il est dédicacé salaud. Ah oui effectivement ouais. Ah, il avait pas fait gaffe. Le mec, il a, il a une dédicace avec une griffe et tout. Enfin, ça tue. C'était il y a un mois déjà, donc. Parce que tu vois, justement, quand je parlais tout à l'heure de l'adaptation du film de Tim Burton, le premier, c'était Denny O'Neil et Neil Adams, je crois, ou peut-être même juste Neil Adams. Ah, c'est Jim Chadwick et Chris Conroy. Ouais, c'est Chris Conroy. Chris Conroy, ouais, tout à fait, super boulot lui. À l'époque, justement, on disait, bah non, prenons des artistes mainstream très connus pour faire un truc qui va plaire aussi aux lecteurs de comics. Alors que là, clairement, l'objectif, c'est de se dire, The Batman, contrairement au film DC classique ou au film Marvel Studios, il s'adresse pas au même public. On a un acteur qui, pareil, parle à une niche de cinéphile particulière. Prenons un artiste qui va casser les codes, qui va changer, qui va varier un peu. Et c'est un risque à prendre, et pour moi, ça marche super bien, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc, lisez ça et Riddler One Bad Day, vous aurez une bonne dose de Riddler. Ouais, c'est ça. C'est 2 ouvrages sortis récemment qui permettent de bien cerner un vilain qui a pas forcément eu énormément d'histoires. Non, mais pas de très bonnes, surtout. Pas très marquantes. Donc, c'est dispo chez Urban Comics en Black Label pour la somme de 24€. Et on termine déjà cette émission, parce qu'on vous l'avait dit, il y aurait que 4 albums chroniqués, mais quel album qui nous arrive par la suite? C'est L'œil d'Odin. Le premier titre, Bad ID, qui nous arrive enfin en VF grâce au travail des éditions Bliss. Donc, une mini-série je crois que c'était de 5 numéros. 5 numéros, pardon. 5 numéros. Qui sont un peu étendus, je crois. Oui, c'est des grands numéros, parce que ça, tu vois que l'album, il est quand même plutôt épais aussi. Donc, écrite par Joshua Dysart, un scénariste, qu'on adore ici. C'est Harbinger, Imperium, Vie et mort de Toyo Harada. C'est aussi, surtout pour Corentin, Goodnight Paradise. Voilà. Le magnifique polar social qu'il avait fait avec Alberto Ponticelli. Bah non, du coup, tu vois, c'était il y a un oiseau qui sort de la bouche d'une meuf à un moment donné. Du coup, c'était pas du tout de l'ambiance, c'était pas du tout la même ambiance, tu vois, c'était beaucoup plus polar urbain, quoi, façon ce réalisateur, celui qui a fait Silver Lake. Ouais, David Robert Mitchell. Voilà, David Robert Mitchell, merci.
De rien. Donc, illustré par Thomas Giorello, un artiste aussi que vous connaissez si vous suiviez les titres Valiant de Bill Savant, puisqu'il a fait notamment, il a fait beaucoup de trucs, mais c'est vrai que dans ses dernières productions, on avait notamment le Exo Manowar de Matt Kint, qui était absolument génial, de ce mélange de grande science-fiction et de space fantasy, en fait, qui était vraiment super. De toute façon, Giorello, c'est une brute, tout simplement. Assez influencé par Corben, je trouve, au dessin. Dans cet album-là. Ça dépend de quel Corben on parle, alors? Richard? Oui, non, mais de quelle époque, parce que je trouve pas. Je te montrerai. Ouais, tu montreras. Il y a des pages qui font structure corporelle très Corben. Ouais. Donc on s'intéresse en fait à Solveig, donc qui est une jeune fille qui vit dans qui vit dans les pays scandinaves. Voilà, les pays scandinaves. Merci, tu vois, la géographie, c'est vraiment terrible. Et qui a en Europe de l'Est. Voilà. Et qui a une vision, elle voit le tout-puissant, le dieu père de tout, de Odin, justement. Et est persuadée qu'elle a été choisie pour accomplir une mission pour le père de tout. Sauf qu'elle ne sait pas, en fait. Elle ne sait pas si cette vision c'était réel, elle sait pas en fait si ce qu'elle a vu était bien réel, elle sait pas en fait quelle est cette mission aussi. Et puis quand elle va concevoir l'objectif qui pourrait lui être donné, elle va alors partir à l'aventure bon gré mal gré elle, parce que parfois c'est le coup du sort qui fait qu'elle est déracinée de son village natal, et va donc parcourir un monde âpre, un monde ultra violent, où elle-même sera parfois prise de crise de violence, où elle devient un danger pour ses proches. C'est une berserker. Un danger, voilà, pour ses plus propres alliés. Dans quel but? Ça, bien sûr, on ne vous le dira pas non plus dans cette chronique, on vous spoilera. Alors, on va devoir parler un petit peu de la conclusion, c'est évident, parce que ça fera partie du sujet de discussion, mais on essaiera au maximum de pas divulgacher quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est hyper bien, tout simplement. Moi, c'est une lecture qui m'a enchanté, parce que je suis acquis à Joshua Dysart depuis de très nombreuses années, et au travail de Thomas Giorello aussi, pour cette vision, en fait, déjà, le fait d'avoir choisi une enfant en tant que protagoniste, et d'avoir son regard, en fait, sur pas mal de choses qu'on croit connaître, des mythes nordiques, mais aussi parce que je pense que Dysart a très bien bossé le sujet de la mythologie, en fait, de ces peuplades, pour proposer quelque chose beaucoup moins peut-être idéalisé ou occidentalisé, peut-être. C'est l'objectif. Ou trop américain, mais quelque chose qui... Enfin, c'est vraiment un univers hyper violent, hyper sombre, en fait, où les... Très Jason Aaron, je trouve, dans l'idée. Ouais, mais... Enfin, pas à tort, mais genre Jason Aaron de Sculpt ou de... Ouais, complètement, parce que il y a pas de sursis, il y a pas de salvation, comme on dit, en fait, pour personne. Et ça, du coup, c'est vraiment une lecture qui est vraiment super détonnante. On s'interroge vraiment aussi du début à la fin de quelle est la place de Solveig, de pourquoi elle vit ça, et comment surtout elle va surmonter, en fait, les horreurs par lesquelles elle doit passer. Il y a quand même quelques moments quand tu prends un peu de recul à ce qui lui arrive, tu essaies de te mettre à la place, tu fais, mais bordel, comment tu fais pour pas littéralement péter un câble quand il t'arrive ce genre de choses. Et puis, la performance de Giorello, ce mec, c'est un mutant. Ça fait partie heureusement, on en a plein dans la bande dessinée, des mutants, et donc c'est toujours super cool d'en avoir, mais vraiment, il fait un travail de composition. Voilà, il fait un travail de composition qui est exceptionnel. Faut quand même parler obligatoirement aussi avec cette sortie du format, en fait, de l'album, parce que c'est un très grand format, en fait, c'est plus grand que les éditions Prestige que fait Panini. C'est voilà, c'est une couverture aussi épaisse, c'est vraiment un bouquin qui a une vraie gueule, et je trouve que c'était la meilleure chose à faire pour ramener les premiers titres Bad Idea en France. S'ils avaient choisi un format comics standard, vraiment de la même taille que des single issues de Bad Idea, ça aurait vraiment perdu en intérêt. Donc vraiment, le bouquin est beau, il pèse quand tu le prends en main, et puis vraiment c'est une histoire qui fait aussi les dédicacés, qui fait super plaisir, quoi. Est-ce que t'as des albums qui ne sont pas dédicacés, Arnaud, ici? Bah oui, tous ceux dont j'ai pas rencontré les artistes. D'accord. Oui, très bonne réponse. Mister Premier Degré. Très bien. Est-ce que toi, voilà. Ouais, tu l'as pas interviewé encore, Dysart, là-dessus? Dysart, non, pas encore, non. Dysart, coup, c'est vrai que je pourrais essayer de le contacter pour faire ça à distance, oui. Du coup, juste parce que moi, j'ai lu cet album, je trouvais qu'il était très bien. Je savais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir, donc j'ai fait ce que je ne fais pas d'habitude, j'ai été regarder une interview pour comprendre. Et alors, ce que lui explique, en fait, c'est mentionné dans l'album, c'est pas un spoil, qu'en fait, il y a eu une période au 6e siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ, où il y a eu un grand mouvement glaciaire, en fait, dans les pays scandinaves,
qui était apparemment lié le à contexte, un volcan qui était entré en éruption, qui avait un peu niqué le climat autour de lui. Et en fait, cette période-là a commencé à pousser des populations qui étaient chassées par le froid vers le sud. Et c'est donc à ce moment-là, en fait, que il y a beaucoup de ce qu'on a appelé les barbares, entre guillemets, c'est une sorte de deuxième migration barbare, qui sont descendus vers l'Europe, descendus vers la Méditerranée, vers la Russie, vers l'Ouest et tout. Et ce sujet-là, en fait, lui, ça l'intéresse parce que l'album, il parle un peu de migration et il parle de transition culturelle, on va dire. Oui, ça pourrait même être un écho aux migrations écologiques d'aujourd'hui. Voilà, de toute façon, il y a toujours une portée assez universelle dans ce que fait Desert par rapport à ces trucs politiques, tu vois. Ce qu'il explique aussi, c'est justement ces moments-là, c'est aussi à partir de là qu'on a commencé à découvrir un peu mieux la culture scandinave, et pas la culture viking, parce que viking, pour rappel, c'est une profession, on va dire, plutôt qu'un peuple. À travers justement un problème, c'est que on ne sait rien, en fait, de comment vivaient vraiment les Scandinaves de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit les grands mythes de Thor, de Odin, l'Edda, etc., en fait, tous ces textes-là, ces textes religieux, ils partent de trucs qui ont été écrits après la christianisation, par des auteurs, en fait, qui se réintéressaient à leur histoire, comme Snorri Sturluson, je crois qu'il s'appelle, qui, en fait, ont plutôt composé une sorte de bible à travers des bouts de mythologie scandinave, mais en version très christianisée, avec justement des référents qui faisaient beaucoup plus européens de l'époque, vers l'an 1000, je crois. Et aussi, la transition de ces textes-là, elle s'est perdue parce que, en fait, les Scandinaves eux-mêmes, après, ils sont partis en Angleterre et ils ont été christianisés. Quand ils sont partis vers le sud, ils ont été christianisés. En fait, du coup, peu à peu, on a perdu ces textes-là parce que c'était beaucoup une culture orale ou une culture unique. Donc, on sait pas vraiment c'était quoi la vie normale, en fait, d'un viking, entre guillemets, du XVIe siècle. Et donc, c'est ce que, comme tu dis, Desert, en faisant beaucoup de recherches, a essayé de recomposer. Quel rapport est-ce que eux, ils avaient à leur religion? Parce que nous, qui avons grandi dans la foi monothéiste, on y croit vraiment. Tu vois, enfin, je veux dire, les gens qui croient en Dieu, croient vraiment qu'après la mort, il y a Jardin d'Éden, les pommes, ou ce que vous voulez dans la religion qui vous arrange. Sauf que là, en l'occurrence, c'était pas forcément le cas pour toutes les religions. Il y en a pour lesquelles c'était juste des comptines qui nous aidaient à vivre, ou à faire sens des choses, de notre origine, du rapport à la nature, du rapport aux animaux, etc. Et c'est pas impossible que la religion, justement, scandinave, qui interprète ces mythes comme des personnages humains, entre guillemets, je veux dire, Odin, Thor, etc., ils ont une sexualité, ils sont bestiaux, ils sont cruels, il y a vraiment ce rapport-là. Tout ce qu'on en a fait, nous, ensuite, avec les séries comme Viking, avec les jeux de rôle, le passage vers la fantasy, qui a influencé Tolkien, la chevauchée des Valkyries, Lord du Rhin, etc. Quelque part, même ce qu'a fait Marvel après, on sera interprété. Tout à fait. Marvel, c'est très, très, très éloigné de la réalité, entre guillemets, des textes scandinaves. Il y a quelques trucs qui sont bien foutus, mais en global, c'est du super-héros, quoi. Et donc lui, s'il se posait la question, mais quel rapport les gens avaient avec Dieu, en fait, avec leur Dieu à l'époque. Et c'est un peu, du coup, un truc qui gravite dans l'album, c'est que Solveig, effectivement, elle est persuadée d'avoir vu Odin et qu'Odin lui a parlé en lui vomissant dans la bouche. Vraiment une dévote, quoi. Oui, et en fait, voilà, elle y croit à fond, elle est en mission, entre guillemets, pour, comme une prophétesse, voilà, ou une sorte de messie, pour réaliser un truc qui n'est pas évident pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils ont leur superstition à eux aussi, tu vois, ils vont se dire, ouais, c'est une berserker, donc elle est dangereuse. Elle peut tous nous massacrer, donc il faut qu'on la vire. Ou alors elle est maudite. Il y a une espèce de sorcière qui, elle, va dire non, c'est l'envoyé des dieux. D'autres qui vont être des guerriers, qui vont dire bon bah voilà, il faut qu'on y aille. T'as des espèces de guerriers squelettes qui les attaquent à un moment donné. Elle les voit comme ça. Et après, en fait, t'as un humain un adulte qui les voit comme ça et qui dit non, c'est un mythe. Tu vois ce qui se passe là, en fait, c'est que tu surinterprètes des trucs de la vraie vie, quoi. Et tout l'album est un peu foutu comme ça jusqu'à la fin. C'est là que moi j'ai un problème, du coup, avec ce qu'il essaye de me dire, c'est que au départ, je pensais que ça partait sur l'idée que Solveig est une malade mentale, on va dire, une personne qui est atteinte de maladie mentale, et qui croit justement, et à l'époque, en fait, on n'a pas de mots pour ça, et qui donc, en fait, confond ce qu'elle voit avec une réalité divine. Et je croyais que c'était ça le thème de l'album. Et en fait, pas du tout. En fait, à la fin, pour moi, il y a une interrogation en mode, mais du coup, oui, non. Enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on va nous parler vraiment spécifiquement des mythes religieux? Est-ce qu'on est encore sur le thème de la migration qui est encore là parce que il y a un autre personnage qui se greffe à leur groupe qui ne parle pas la même langue. On comprend qu'ils ont quand même beaucoup descendu par rapport à là où ils étaient au départ. On nous parle aussi quelque part un petit peu justement de civilisation, comme tu dis, puisque on voit différents peuples justement scandinaves qui ont différentes interprétations de leur dieu. Il y en a qui disent non, moi c'est moi qui ai la bonne version. Non, c'est moi qui ai la bonne version. Il faut qu'on vous sacrifie la gueule et tout. Puis ça, c'est quelque chose qui est aussi récurrent dans l'œuvre de Dysart aussi, de cette on va dire
Cette inféodation en fait au mythe et la façon dont vraiment chacun peut y voir ce qu'il veut en fait. Oui, tout à fait, ouais. Et là, en fait, c'est pareil, c'est pris dans un angle qui est très fantasy. Un peu Conan le Barbarien, on va dire. Il y a beaucoup de violence. Ah oui. Il y a une présence du sexe, enfin, qui est évoquée. Il y a des personnages féminins qui sont vêtus de manière légère et tout. Mais Oulwal, moi, j'ai bien aimé la lecture, hein. J'étais content, j'ai hâte de lire la suite. Parce que si suite il y a. Si suite il y a, tout à fait. C'est quand même l'interrogation et c'est peut-être cette interrogation qui sera le point de frustration d'une partie des lecteurs peut-être quoi. C'est-à-dire que de la même façon peut-être quand même que le Punisher Zone de Guerre dont on parlait au début, c'est-à-dire que c'est un récit qui peut se lire par lui-même mais qui appelle également très très explicitement à une suite quoi. Sauf que elle n'est pas là c'est un vrai cliffhanger, enfin c'est pas un cliffhanger. C'est pas un cliffhanger mais c'est une ça appelle à une... c'est une fin qui appelle surtout que t'as aimé le voyage en fait. Si à la limite c'était de la merde et tu verrais la dernière page, tu dirais bon si ça peut continuer mais je m'en fous. En l'occurrence, ce truc c'est que le voyage est tellement plaisant qu'effectivement tu te dis mais s'il y a une autre aventure qui attend Solveig, j'ai envie de la lire. Voilà. Et à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Parce que si on prend vraiment une sorte de structure en arc, Solveig n'a pas appris grand chose au cours de son voyage en fait. Elle a plus ou moins appris que, je vais pas spoiler, elle a plus ou moins appris des trucs, mais elle a pas évolué en tant que personnage. Tu vois, il y a pas genre une sorte de, au début, au milieu, à la fin, tu comprends ce que l'auteur a voulu te dire, en fait. Et moi, personnellement, je vois ce qu'il a essayé de me dire, mais ça ressemble vraiment à une intro d'une plus longue saga. Ouais. Et en plus, c'est composé comme ça, parce que, tu sais, il utilise justement une écriture nordique, du vieux norrois, je sais pas, comme justement l'Edda poétique ou l'Edda en prose, avec, tu sais, vers 1, chant 1, etc. Ouais. Pour les chapitres, en fait, ouais. Écrit en scandinave, ce qui, du coup, tendrait à dire que tout ça, en fait, fait partie d'une légende plus vaste. Je me suis interrogé, d'ailleurs, s'il avait pas pris des idées vraiment, l'histoire d'une Solveig éventuelle dans l'Edda. Je suis pas du tout, moi, un exégète, de la culture scandinave, j'avoue, je connais un peu, voilà. Merci aux vidéos de Nota Bene qui m'apprennent chaque jour des trucs. T'as pas lu le bouquin de Gaiman? Norse Mythology? Ouais. Mais oui, Norse Mythology, il prend des contes particuliers. Tu vois, c'est toute la Bible, entre guillemets, nordique. Je l'ai pas lu, ça, pour le coup. Je sais ce qui se passe à la fin. En détail, pour le coup. Mais voilà. Du coup, je me suis demandé un petit peu si vraiment c'était pas aussi, une sorte de tome 1. Sauf qu'en VO, le numéro 5, il se termine bien par The End. Il n'y a pas The End pour l'interrogation, The End pour un petit point, See you next time et compagnie. Ce qui fait que moi je suis très content quand même que les séries Bad Idea arrivent en France. Je suis très content pour Bliss et le travail d'édition qui a été fait qui est superbe. J'aime beaucoup le coup de crayon de Jurello qui est merveilleux. C'est riche, c'est généreux, c'est violent, c'est ce qu'on a envie de lire d'une série viking entre guillemets. Mais tu vois, par rapport à Goodnight Paradise ou par rapport à ce genre de projet là, j'aimerais vraiment en parler avec lui pour comprendre un petit peu ce qu'il a essayé de me raconter. Si c'est bien une fin définitive de son point de vue. Tu vois, ou alors si c'est une invitation au voyage ou justement écrit ta fin tout seul. Voilà. Ouais. Mais si vous êtes justement fan de The Goddamned ou des séries de Jason Aaron qui parlent plus de violence et de bestialité humaine et compagnie, là vous avez à bouffer. Ouais, non, clairement. Non, et puis c'est un album sur lequel t'as envie de revenir. Enfin, je veux pas insister dessus. Et parce que vous savez aussi que juste que le travail de Bliss me tient à cœur, parce que ça reste une maison d'édition indépendante vraiment. Et on avait fait le podcast en début d'année sur le bilan 2023-2024, c'est que ça a vraiment pas été facile avec tout le bordel qui est arrivé à Valiant, comment ça s'est répercuté de façon directe en fait sur sa façon de travailler et sur son potentiel de publication. Que Bad Idea, c'est quand même une maison d'édition ultra particulière dont justement en fait on a vraiment de la chance de les voir enfin arriver en VF et parce que les single issues VO en fait sont toujours impossible en fait à trouver correctement en France de toute façon parce qu'il y a même pas de comic shop qui les propose en France. C'est faut aller en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre en fait pour réussir d'ailleurs si Joker nous écoute, il faut que je te rende tes singles du coup. Voilà, c'est ça nous on avait pu le découvrir en avant-première grâce effectivement à un auditeur qui était allé en Angleterre pour les récupérer et qui avait me DM et on en parle. Voilà, et qui nous avait pu nous les prêter. Donc vraiment, et puis quand tu vois le travail qui a été fait sur le bouquin sur la fab, vraiment d'avoir ce format agrandi, d'avoir ce dos rond vraiment superbe. Enfin vraiment c'est l'édition que j'aurais rêvé pour It's Lonely, tu vois. Clairement ça aurait été un bouquin de cette taille aussi, tu vois. Clairement ça aurait été vraiment tu sais, c'est marrant d'ailleurs, le meilleur format. C'est le meilleur format pour des trucs en récit complet sur du comics indé, très très sincèrement. Dans l'interview que j'ai regardé aussi, il en parle d'Izard, de Bad Idea, de son modèle et tout. Et en fait lui il est vraiment partie prenante du truc, il dit c'est tous les mecs de Valiant, on a compris que Valiant en fait c'était devenu trop gros et qu'on n'était pas assez nombreux et tout,
Donc on a misé Bad ID, quand on a fait Bad ID, on a décidé de miser sur la croissance à court terme, mais très lente. C'est pour ça qu'on va pas se développer tout de suite. C'était il y a 2 ans qu'il a fait l'interview. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut pas être trop disponible, on veut pas être trop en convention, on veut pas être trop machin, pas trop bidule. Et il dit, en fait, parce que si jamais on devait grossir, si jamais on voulait se lancer machin, etc., on aurait fait faillite dans les 6 mois, tu vois. Ouais. Il a dit, du coup, on a tellement misé sur la croissance à court terme qu'on a décidé d'arrêter. À un moment donné. Oui, c'était la fausse fin. Voilà, le but, c'était juste de se reposer et de reprendre des forces et de repartir, tu vois. C'était un coup publicitaire, on est d'accord. Complètement, bien sûr. Mais pour eux, c'était aussi chapitré, en fait, juste, on a fait cette étape-là. Ouais, c'était la phase 1, puis c'était la phase 2, puis maintenant, ils ont cette phase 3, on va dire, avec beaucoup de passages par Kickstarter également sur certains projets. Donc, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, c'est l'œil d'Odin qui est le premier ouvrage. Le prochain, c'est Pirate Queen, on en parlera, prochainement, dans les Back Issues, parce que pareil, alors c'est un peu plus court, mais pareil, l'album est de la même taille et tout, c'est même très beau bouquin à faire figurer dans sa bibliothèque. Donc, vraiment, je vous encourage plus que fortement à aller tester ceci en librairie. Ça coûte 25 €, et comme dit, quand vous verrez la tête de l'album, vous comprendrez que ça en vaut largement le coup. Et c'est ainsi que l'on va terminer ce podcast. Déjà, voilà, une petite heure, mine de rien. Voilà. Pour 4 albums chroniqués, c'est une émission qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Surtout, ce qui est important, partagez l'émission autour de vous. Ça permettra de faire découvrir le podcast, mais aussi de faire découvrir les BD qui y sont chroniqués. Et si jamais vous avez quelques deniers qui vous restent après votre passage en librairie, n'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse voir l'avenir avec sérénité sur le podcast. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut.